pour cette conférence tennis, hein, le sujet sera les 13 règles. Ouais, j'en avais 11 au départ, mais c'en est arrivé à 13. Les 13 règles à respecter pour exploser son niveau de jeu grâce à l'entraînement libre. Alors le contexte, c'est, voilà, je vous prépare ça ce soir. C'est pas improvisé, mais presque. C'est tout simplement parce que j'ai eu un souci technique et puis j'étais en train de faire la promotion de ma nouvelle formation TPP, Tennis Plaisir Progression, qui, qui en fait vous explique comment structurer une séance d'entraînement libre pour devenir efficace. Hein, c'est la séance d'entraînement que j'ai peaufinée pendant une dizaine d'années pour être au top. Et voilà, et c'est celle que je vous propose, que j'ai structurée dans une formation. Donc j'ai pu vraiment toute la tester l'année dernière, la peaufiner, l'améliorer jusqu'à ce que ça donne un résultat vraiment intéressant. Donc voilà, la personne qui s'est entraînée avec moi a bien progressé. Moi-même, j'ai bien progressé et j'en ai la preuve puisque j'ai les enregistrements vidéo. Et donc ce soir, je vais vous proposer 13 règles à respecter donc pour faire des bonnes séances d'entraînement libre. Les 13 règles à respecter pour exploser son niveau de jeu grâce à l'entraînement libre. Alors vous pouvez réagir dans les commentaires, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me faire vos remarques. Et j'en tiendrai compte autant que possible. Alors la première règle à respecter pour l'entraînement libre, c'est de se dégager des créneaux. C'est vraiment indispensable pour progresser. Donc le mieux, c'est de prendre votre agenda et de vous fixer un moment où vous allez faire de l'entraînement libre. Et c'est pas négociable, ce moment de la semaine-là, vous le consacrerez à vous entraîner au tennis. Alors pourquoi j'emploie le terme d'entraînement libre? Eh bien tout simplement parce que c'est de l'entraînement que vous allez faire, mais qui ne va pas être encadré par un entraîneur diplômé. Alors on va voir rapidement les diverses manières de s'entraîner au tennis. Donc l'entraînement libre, c'est quand vous réservez un terrain avec un de vos amis, 1 heure, 2 heures, et que vous jouez. Et ça s'appelle libre parce qu'en fait, vous n'êtes pas tenu de suivre les consignes d'un entraîneur. Mais voilà, plus vous allez être structuré sur cette séance, plus ça va être profitable pour l'amélioration de vos performances tennistiques en match. Alors les différentes manières de s'entraîner au tennis, on va avoir tout ce qui va être encadré par un entraîneur, les entraînements collectifs et les entraînements, les séances individuelles. Alors entraînement collectif, ça va être intéressant parce que vous allez être avec des personnes de votre force et normalement qui vont vous donner une qualité de balle que vous allez retrouver en match, hein, quand vous allez rencontrer des joueurs d'un classement équivalent. Le défaut, pourquoi c'est pas un défaut, mais pourquoi c'est pas suffisant pour moi, c'est parce que en fait vous allez être un petit peu à la c'est-à-dire qu'en fait votre entraîneur, donc vous prenez des séances, 10 séances, 15 séances, 20 séances, 25 séances quelquefois, votre entraîneur va suivre un programme et dans ce programme il va vous faire des choses que vous n'avez pas forcément besoin immédiatement pour vos matchs. Il va vous faire des choses que vous n'aimez pas forcément faire. Il va vous challenger. Alors c'est un petit peu le but. Hein, son but à l'entraîneur, c'est de vous faire découvrir des nouvelles choses, de vous faire tester des choses inédites. Mais ce ne sont pas des choses avec lesquelles vous allez prendre confiance, puisque en faisant des choses que vous ne connaissez pas, où vous n'êtes pas fort, eh bien c'est pas des séquences dans lesquelles vous allez prendre confiance. Et la confiance va être indispensable pour jouer en match. Voilà pourquoi c'est bien vraiment de compléter ces séances collectives. La séance individuelle, c'est parfait pour progresser individuellement parce que vous allez avoir un expert, un prof de tennis qui va s'adapter à vos besoins, il va vous donner un œil extérieur pour pouvoir aider à améliorer vos coups. Et si vous lui dites
que vous voulez travailler tel coup, tel enchaînement, ben vous allez travailler tel coup et tel enchaînement avec cet entraîneur de manière individuelle. Les limites de cet entraînement individuel, c'est que c'est pas extensible, hein, les créneaux, le budget non plus est pas forcément extensible, hein, faut pouvoir suivre. Et puis il y a un défaut qui est un petit peu subtil, c'est que en fait l'entraîneur, si vous faites uniquement des séances individuelles, vous allez avoir une qualité de balle que vous n'allez pas retrouver quand vous allez rencontrer des adversaires en match, des adversaires de votre classement. Pour être clair, voilà, votre entraîneur va vous envoyer des belles balles, et quand vous allez jouer en match, vous allez vous retrouver avec des adversaires qui vont faire des balles pourries. Et si votre adversaire est un petit peu malin et il voit que vous n'aimez pas son style de balle pourri, eh bien il va continuer à vous envoyer de la soupe et vous allez rater. Et en fait, il faut vraiment que vous vous entraîniez à vraiment jouer avec des adversaires qui vous donnent une qualité de balle que vous allez retrouver en match. Donc ça, c'était la première règle, se dégager des créneaux libres. Il y a aussi, comme manière de s'entraîner, le match d'entraînement. Alors le match d'entraînement, c'est comme si vous faisiez un match, mais c'est un match qui ne compte pas sur le classement. Alors ça, c'est parfait pour vous entraîner à ce qui est la démarche stratégique. Alors, on n'est plus dans la tactique, on est dans la stratégie. Pour faire simple, la stratégie c'est la tactique mais à long terme, c'est-à-dire que vous allez vous dire voilà quel coup je fais maintenant vont faire rater mon adversaire dans 1 heure quand il sera fatigué. Voilà, par exemple, vous pouvez faire douter un adversaire sur son point fort, ça peut être une stratégie, c'est-à-dire que vous allez jouer son point fort, 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 et puis au bout d'un moment il va se mettre à rater et vous allez le mettre en difficulté sur son point fort. Et vous allez emporter le match. À la fin du match, il va tout rater puisqu'il ratera par son point fort. Voilà. Ça, c'est une stratégie. C'est une stratégie un peu tordue. Alors, il y en a tout un tas de stratégies. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais les matchs d'entraînement, ça va être intéressant pour travailler votre stratégie. Et on le verra après. Les matchs d'entraînement, c'est impératif de le faire avec des personnes différentes. Parce que si vous faites des matchs d'entraînement toujours avec la même personne, eh bien, les situations vont se répéter, vous allez vous prévoir l'un l'autre et vous n'allez pas vraiment progresser. Donc la première règle, c'était se dégager des créneaux libres. La deuxième règle, c'est qu'il faut bien garder en tête l'objectif de l'entraînement libre. Qu'est-ce que c'est l'objectif principal de l'entraînement libre? C'est de gagner en confiance dans vos coups et dans les enchaînements de coups, parce qu'il faut travailler non seulement les coups, mais les enchaînements de coups. Les enchaînements de coups qui vont vous servir pour votre tennis à gagner des matchs. Ce que vous faites dans vos cours collectifs, vous avez un entraîneur qui va vous montrer des enchaînements qu'il juge qu'il faut que vous connaissiez. Ces enchaînements, vous n'allez pas forcément les utiliser parce que vous utilisez vos propres enchaînements sur lesquels vous allez être efficace. Et c'est vraiment ces enchaînements-là qu'il va falloir travailler en entraînement de séance libre pour pouvoir gagner en confiance. C'est aussi le moment où vous allez développer votre personnalité tennistique. Les coups spécifiques que vous aimez, sur lesquels vous êtes efficace et avec lesquels vous allez gagner vos matchs. C'est avec votre personnalité, votre spécificité que vous allez gagner vos matchs et c'est ça qu'il faut entraîner dans les entraînements libres. Et c'est là-dessus qu'il faut être en confiance. Alors ça c'était le point 2. Le point 3, le choix du partenaire ou des partenaires. Alors pour un suivi, dans ma formation Tennis Plaisir Progression, je vous propose une douzaine de séances. Alors, si vous avez un partenaire avec lequel vous vous entendez bien et qui est à peu près de votre force, eh bien, ça peut être bien de faire les 12 séances avec lui. Durant ces 12 séances, vous allez varier les exercices, les jeux, vous allez faire des matchs à thème, ce qui fait que vous allez jouer avec le même adversaire, mais dans des situations différentes, dans lesquelles vous allez aborder différentes parties du jeu.
Donc là, vous avez l'avantage d'avoir un partenaire avec lequel vous allez être régulier. Moi, j'ai fait 25 séances avec le même partenaire. Ça se passait vraiment très très bien. J'ai eu 3 autres partenaires différents. Alors moi, j'arrivais à garder le fil de mon entraînement, de ce que j'avais envie de faire, parce que lors de toutes mes séances, je propose à chaque fois des gammes, des jeux et une partie où on dispute des points avec service et retour, hein, que ce soit sous la forme d'un jeu ou d'un match à thème ou d'un match classique ou d'un match raccourci. Ce qui fait qu'en fait, toutes les personnes qui s'entraînent avec moi, eh bien, prennent du plaisir et progressent. Voilà. Donc ça c'est un constat que j'ai fait. Les personnes qui s'entraînent avec moi progressent régulièrement. Mais pourquoi? Parce que j'ai des entraînements structurés, parce que quand elles font des entraînements, je pense, en jeu libre, je pense que c'est moins structuré que moi, ce que je fais. Donc un partenaire de votre force, un petit peu plus fort, un petit peu moins fort, ça peut être parfait. Ce qui est bien, c'est d'avoir un profil qui va être un petit peu différent du vôtre, hein. Moi, le partenaire avec lequel je me suis entraîné, il avait un profil défensif, un joueur régulier, alors que moi j'ai un profil offensif, donc on avait un offensif et un profil régulier défensif. Et donc voilà, ça se mariait bien. Si j'avais dû faire des entraînements systématiquement avec un joueur offensif comme moi, on n'aurait peut-être pas eu la même qualité d'échange. Et puis pareil, si mon partenaire, donc qui est lui échange régulier, enfin lui c'est un puncher remuser, voilà, qui lui avait rencontré un joueur de la même filière défensif régulier, bah, ça aurait pas forcément donné la même qualité de choses. Donc voilà, la même force avec un profil un tout petit peu différent, c'est parfait. Si vous disputez des matchs d'entraînement, bien sûr, je vous le redis, faites comment dire, variez les partenaires, variez les styles de jeu et variez la force. Entraînez-vous avec un tout petit peu plus fort, entraînez-vous avec un tout petit peu moins fort, évitez de vous entraîner avec beaucoup plus fort ou avec beaucoup moins fort. Mais à la limite, c'est plus grave, enfin, à la limite, il vaut mieux s'entraîner avec beaucoup moins fort qu'avec beaucoup plus fort. Pourquoi? Sauf exception. Pourquoi? Alors, effectivement, il y a une, comment dire, il y a une croyance qui fait que c'est en jouant avec des joueurs plus forts qu'on s'améliore. Alors, pas forcément, je vais boire un coup. Ça dépend vraiment de votre profil de jeu. Si vous jouez avec un joueur, vous faites des matchs d'entraînement avec un joueur beaucoup plus fort, eh bien vous n'allez pas, votre jeu ne va pas pouvoir s'exprimer. Moi qui ai un tempérament offensif, je m'entraîne mieux avec des joueurs qui sont moins forts. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui vont me donner régulièrement des balles courtes sur lesquelles je vais pouvoir m'exercer à monter et à enchaîner avec une volée. Imaginez que je joue contre un adversaire qui va être beaucoup plus fort que moi et qui va être offensif. Il va m'attaquer, je ne vais rien pouvoir faire. Vous allez me dire peut-être qu'en jouant avec un joueur un petit peu plus fort, mais qui va avoir un profil défensif, ça va être mieux. Pas forcément, parce qu'avec un profil défensif, il va m'envoyer des balles très longues sur lesquelles je ne vais pas pouvoir attaquer. Il va bien retourner et résultat, je vais être coincé. Je ne vais pas pouvoir comment dire, développer mon jeu. Donc, essayez plutôt de un tout petit peu plus fort, mais pas beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort en entraînement libre ou en match d'entraînement, vous allez avoir du mal à progresser. Ou alors, vous le faites une fois pour voir. Une fois pour voir, un petit peu pour vous juger. Vous allez jouer contre un joueur qui va être 3, 4 classements dessus. Vous allez faire un match. Il va vous battre sévèrement. Et vous allez développer peut-être un petit peu votre jeu de défense. Si vous êtes sérieux. Mais faut pas répéter ça régulièrement parce qu'en fait, en vous disant que vous allez vous améliorer, en fait, vous n'allez pas vous améliorer. Donc voilà, humilité
et essayer de garder avec de jouer avec des joueurs qui sont de la même force que vous, un petit peu plus fort, quitte à monter en gamme, évidemment, puisque si vous progressez vous-même, eh bien, essayez de jouer régulièrement avec des joueurs un petit peu plus forts pour vous challenger, mais pas forcément accepter de jouer avec des joueurs un petit peu moins forts. Vous allez pouvoir développer votre jeu, développer votre personnalité, c'est intéressant aussi. Alors, la quatrième règle à respecter, c'est l'organisation, hein. Donc, organisez-vous pour avoir toujours un partenaire par semaine pour faire vos entraînements de jeu libre, au moins. Donc, ça demande toute une organisation, ça demande d'avoir un carnet d'adresses, ça demande de rester en contact régulièrement avec les personnes. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours une personne référentes, une ou deux personnes référentes avec lesquelles vous jouez régulièrement et qui sont dans le même esprit que vous, c'est-à-dire qui veulent s'améliorer au tennis et qui sont prêts à jouer régulièrement pour ça et à jouer des exercices spécifiques et des jeux spécifiques. Alors, le cinquième règle, c'est voilà, prendre un adversaire de la même force. Donc ça je l'ai traité. Ensuite, comment se structure une séance de jeu libre? Alors, une bonne séance de jeu libre, ça se structure avec des gammes, des jeux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu? C'est des gammes où on compte les points. Voilà, des gammes, c'est succession de 1, 2, 3 coups, pour travailler les coups, les enchaînements. Et vous mettez en place un système où on compte les points, ça devient un jeu. Et un jeu, c'est bien d'intégrer régulièrement des jeux. Pourquoi? Parce que, en fait, le fait de passer en mode jeu, vous allez passer dans un mode où vous allez être beaucoup plus concentré, vous êtes beaucoup plus motivé, vous allez beaucoup plus réfléchir à la tactique, comment faire pour gagner les points, pour gagner le match, pour mettre en difficulté l'adversaire, pour réduire mes fautes, etc. Tout un tas de problématiques que vous aurez à résoudre en fait en match. Donc prévoyez des jeux. Et ensuite un match ou un match à thème, c'est-à-dire disputer des points avec service et retour. Pourquoi? Parce que le service et le retour, ce sont les deux points les plus importants. Les deux coups les plus importants du tennis. 60% des résultats d'un match sont la résultante des performances des deux joueurs ou des deux joueuses au service et au retour. Et ça c'est vrai quelle que soit la longueur des échanges. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux joueurs défensifs qui vont faire des échanges très longs. Et effectivement, il va y avoir 40% des échanges qui vont être très longs, mais il va y avoir 60% des échanges, même entre deux défenseurs, qui vont durer moins de 5 points. C'est-à-dire qu'il y a des retours gagnants, des services gagnants, coup après le service, coup après le retour. Alors voilà, vous pouvez réagir si vous voulez, si vous voulez me poser des questions. Et moi j'ai rajouté, voilà, toujours prévoir, il faut toujours que ce soit agréable, il faut toujours que ce soit plaisant. Voilà. Moi j'ai toujours pu, voilà, avec cette année 5 partenaires différents, j'ai toujours pu organiser mes séances de jeu libre un petit peu comme je le pensais, parce que je prévoyais à chaque fois un peu de gamme, un peu de jeu et du match. C'est-à-dire des séquences avec points en partant de service et du retour. Les gammes, ça pose pas de problème, sauf, si vous dites, vous prenez une séance avec quelqu'un et vous dites, écoute, j'aurais besoin de travailler ça, est-ce qu'on peut pas se prendre 10 minutes pour travailler ce coup particulier? Personne ne m'a jamais dit non. Donc, vous voyez. Et puis, la plupart des gens, quand ils prennent une heure de cours, ils savent pas quoi faire. Donc, si vous avez un petit programme, vous êtes une personne ressource. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà. Donc, je vous rappelle, dans ma formation TPP, Tennis Plaisir Progression. Donc, vous avez 12 séances qui sont détaillées. Alors, voilà. Tennis, plaisir, progression. Voilà, j'ai toujours insisté. J'ai mis le mot plaisir dans le nom de ma formation parce que voilà, faut toujours qu'il y ait du plaisir dans votre séance. Quoi qu'il arrive,
Et il faut être un petit peu à l'écoute de votre partenaire. C'est-à-dire si vous lui faites faire quelque chose et vous sentez qu'il n'aime pas, qu'il se sent pas bien, bon, vous changez d'exercice ou vous aménagez l'exercice pour de faire en sorte que ça se passe toujours bien. Alors, la 7e règle, c'est l'entraînement dans les 3 zones du cours. Voilà. Alors, moi j'ai délimité le cours en 3 zones. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu des quelles zones je veux parler, hein? Vous pouvez réagir dans les commentaires. La première zone, c'est la zone la plus évidente, celle que tout le monde entraîne. C'est la zone du fond de cours. Voilà, tout le monde s'entraîne en fond de cours. On est un peu conditionné à ça. Fond de cours, voilà, on se met 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres derrière le fond et on envoie des balles hautes pour qu'elles soient longues, hein, dans le terrain adverse. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, ça va être la zone des carrés de service. Alors, la zone des carrés de service, on voit souvent des bons joueurs, tous les bons joueurs s'entraînent dans les carrés de service. Et puis les joueurs un petit peu moins bons le font pas forcément systématiquement. Moi, il y a quelques joueurs avec lesquels je joue qui n'aiment pas ça. Bon, donc à ce moment-là, ils n'aiment pas ça, on le fait pas. Jouer dans les carrés de service, c'est intéressant pour travailler la main, le toucher. Et quel que soit votre niveau de jeu, parce qu'il y a des entraîneurs qui disent oui, un petit niveau, ça sert à rien de jouer dans les carrés. À tous les niveaux, vous pouvez avoir des balles qui atterrissent 1 mètre derrière le filet. Et vous arrivez, ces balles, faut savoir en faire quelque chose, il faut savoir terminer le point, tout simplement. Et donc, c'est en jouant régulièrement dans les carrés de service. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il faut jouer dans les carrés de service, mais voilà, ça c'est la raison la plus évidente pour laquelle il faut jouer dans les carrés de service. Voilà, si vous avez une balle dans les carrés de service en match, il faut savoir terminer le point. Soit voilà, une balle atterrit là, soit vous faites une contre-amortie, soit vous faites une balle courte croisée glissée. Pas besoin de faire un lift, pas besoin de taper fort. Là, c'est uniquement du placement et puis la main qui travaille. La troisième zone que alors, une première question de David. Bonjour David, merci pour les conseils. Comment convaincre quelqu'un de plus fort ou moins fort pour suivre un programme d'entraînement ensemble? J'ai envoyé plusieurs messages pour motiver certains joueurs qui font de la compétition, mais j'ai remarqué de faire des efforts après les entraînements. Pour le moment, personne n'a répondu. Si c'est des joueurs avec... Alors David, je vais te donner une petite astuce. Si c'est des joueurs avec lesquels tu n'as jamais... tu ne t'es jamais entraîné, tu leur proposes un match d'entraînement pour commencer. Donc un match d'entraînement, ça permettra de vous situer où vous en êtes l'un par rapport à l'autre. Un match d'entraînement, ça fait moins peur en fait que si vous dites ouais, je vais vous proposer un programme d'entraînement. À ce moment-là, tu fais ton match d'entraînement. Bon, tu expliques, voilà, j'ai besoin de m'entraîner. Voilà, tu joues un petit peu sur cette corde voilà, tu vas me rendre service. Ça marche toujours hein, en psychologie humaine. Vous faites un match d'entraînement, vous buvez un coup après, et pendant que vous buvez un coup, vous discutez, voilà, tiens, t'as fait ça de bien pendant ton match, t'as fait ça de moins bien. Et puis de là, tu lui proposes, voilà, je te propose qu'on se revoie et puis qu'on travaille un petit peu ces petits points techniques. Moi je te propose voilà, qu'on fasse des exercices, des jeux et puis qu'on passe un bon moment ensemble. Et puis si ça se passe bien entre vous, pourquoi pas. Voilà, pour moi je dirais le match d'entraînement ça peut être une bonne porte d'entrée. Voilà, pour se trouver des partenaires. La troisième zone dans laquelle je vous conseille de vous entraîner, c'est une zone qui est très peu entraînée. Alors ceux qui jouent avec des jeunes connaissent cette zone, c'est la zone des 18 mètres. Alors il faut imaginer une ligne imaginaire qui divise ce rectangle en deux, et vous jouez entre cette ligne et cette ligne. Alors comment jouer régulièrement cette ligne? Eh bien, vous mettez tous les deux devant la ligne de service et vous échangez balle croisée, balle longue ligne. Donc voilà, j'explique, je vous donne vraiment plusieurs techniques pour vous entraîner dans la zone des 18 mètres, qu'on appelle aussi petite zone,
que les anglo-saxons appellent middle zone, et que ceux qui ont des enfants et qui s'occupent de jeunes appellent la zone des 18 mètres. Salut Jérôme. Alors, ensuite, ça c'était donc entraînez-vous dans les trois zones si possible. Alors, je vous ai dit, il y a des personnes qui n'aiment pas s'entraîner dans les carrés. Insistez pour vous entraîner un petit peu dans la petite zone. Faites quelques coups histoire de vous régler. Pourquoi? Parce que si vous êtes par exemple en quatrième série, et même certains troisième série de début de classement, hein, moi ce que j'appelle les compétiteurs d'entrée de classement, qui sont souvent des acharnés et qui aimeraient bien monter au classement, eh ben, c'est une des zones de progrès se situe dans votre capacité à prendre les balles dans cette zone. Quand vous êtes en quatrième série, vous passez les tours dans un tournoi, vous rencontrez troisième série, vous vous apercevez d'une chose, c'est que dès que vous faites une balle courte, eh ben, vous vous faites agresser. Eh ben, il faut que vous deveniez l'agresseur. Et pour devenir l'agresseur, c'est c'est un passage obligé en fait, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir négocier les balles courtes. Et pour négocier les balles courtes, il faut les frapper régulièrement. Les balles courtes, ça va pas avoir la même trajectoire. Vous allez passer moins au-dessus du filet. La longueur de la balle sera moins grande. Surtout par exemple, vous êtes en fond de cours, vous allez faire beaucoup de coups croisés, très au-dessus du filet, vous allez avoir de la marge. Quand vous êtes dans la petite zone, sur une balle courte, eh bien, vous allez faire pas mal de longues lignes. Et longues lignes, voilà, hein, je ne vais pas vous refaire un cours de géométrie, mais la distance est plus courte. Il faut être capable de passer un petit peu moins haut au-dessus du filet, et surtout plus court, et surtout ne pas forcer. C'est-à-dire que un des défauts des personnes qui ne savent pas jouer dans la petite zone, ou qui sont en train de... qui sont perfectibles dans cette zone, c'est qu'ils cherchent à frapper aussi fort, voire plus fort que quand ils jouent en fond de cours. Non, faut taper maximum à la même force. Et la balle ira plus vite vers votre adversaire. Pourquoi? Parce que vous êtes avancé dans le terrain. C'est de la géométrie, c'est de la logique. Donc vous êtes avancé dans le terrain. Vu que vous êtes avancé, vous avez moins besoin que votre balle aille vite pour déborder votre adversaire. Donc, s'entraîner dans les trois zones du terrain, et si vous n'entraînez pas dans les carrés, essayez de vous entraîner au moins dans la petite zone et la zone du fond. Et si votre adversaire n'est pas chaud pour s'entraîner dans la petite zone, vous jouez en fond de cours et vous avancez et vous prenez les balles ici. Alors vous allez prendre des balles un petit peu en demi-volée, mais généralement c'est rare les niveaux où les gars envoient des balles, 100% des balles dans tout fond du terrain, donc vous arriverez à faire des balles dans la petite zone. Ça, c'était la règle 7. La règle 8, ça va être, il faut prendre toujours un temps pour les coups sous-travaillés. Alors les coups sous-travaillés par les amateurs dans les matchs de tennis, est-ce que vous avez une idée de quels sont les coups que les amateurs d'entrée de classement entraînent peu quand ils font des matchs de jeu libre? Allez, je vous laisse 30 secondes, le temps de boire un coup. Alors je veux dire quand Frédéric, je reprends le tennis après 25 ans de pause, je suis passé donc classé à 33 en 10 mois, très bien. Vos vidéos d'explication sont super. J'en suis toujours à bien servir pour ne pas me faire prendre le service, pas de questions pour l'instant. Bah écoute, n'hésite pas Frédéric. Donc, alors, comment s'entraînent donc des joueurs qui sont un petit peu en roue libre pendant les séances de jeu libre? Eh bien, très souvent, ils font des échanges de fond de cours. Ce qu'ils appellent des balles au cours desquelles il va y avoir quelques balles courtes qui vont attaquer, et puis l'adversaire va répondre. Quelquefois quelques-unes de ces balles ils vont monter au filet, et quelquefois ils vont jouer des volets. Alors dans cette alors ça c'est voilà, ils font généralement sur une heure, ils font une demi-heure de balles. Après au bout d'une demi-heure ils tapent des services, et après ils enchaînent sur un set. Très souvent ils ne s'entraînent pas ni à la volée ni au smash, et alors ça c'est une erreur.
Parce que si vous considérez que vous allez pouvoir travailler à la volée en faisant des, entre guillemets, balles, pas du tout. Puisque en fait, il va y avoir peu de balles que vous allez pouvoir attaquer. Sur ces balles courtes que vous allez attaquer, il va y avoir un certain nombre de fautes. Sur le nombre de balles qui vont atterrir dans le terrain adverse, ben, votre adversaire, il va être détendu, et ben, il va peut-être tenter un coup un peu idiot, un passing long ligne alors qu'il est loin. Il va faire des fautes et résultat, vous allez jouer peu de volets. Et le peu de volets que vous allez jouer, bah, vous allez en réussir une et puis en rater une autre. Hein. Donc finalement, sur une demi-heure de balle, bah, vous allez peut-être faire une volée, une ou deux. C'est pas assez pour s'améliorer. Donc pour moi, les deux coups les plus sous-entraînés par les joueurs, c'est la volée, le smash. Alors, peut-être que vous n'avez pas envie de vous entraîner sur ces coups-là parce que vous jugez que vous n'êtes pas bon, mais dites-vous bien que peut-être que vous n'êtes pas bon parce que vous faites 2 volets d'entraînement par séance de jeu libre. Prenez 5 minutes à chaque séance pour faire de la volée et du smash. Et là, c'est pas 2 volets que vous allez faire. C'est 20, 30, 40, 50. Et voilà, moi c'est ce que j'appelle, c'est mathématique, c'est la magie de la répétition. Hein, le tennis, on joue beaucoup sur la répétition. Vous allez faire plusieurs volets et forcément vous allez vous améliorer au fil des volets et vous allez finir par voleyer vraiment très, très correctement. Hein, le joueur avec lequel j'avais fait 25 séances cette année, lui, la volée, c'est pas son truc au départ. Bah seulement, on a fait des exercices, on a fait des jeux avec la volée, et je peux vous garantir, c'est spectaculaire, j'ai les images, comment il s'est amélioré des premières séances au 15e, 20e séance, là vraiment, il monte au filet, il réussit les volets, il fait volet d'approche, volet de conclusion, sans aucun problème, et on fait des matchs d'entraînement, et il me sort des services volés, et il me sort des retours volés, et voilà. C'est pas son jeu, mais il le fait de temps en temps, et quand il le fait, il le réussit. Et ça c'est gratifiant. Et ça, pourquoi? C'est parce que en fait, on a fait un petit peu à chaque séance. Systématiquement, on en fait à chaque séance. Fatalement, vous allez vous améliorer. Et il faut vous dire une chose, c'est que si vous êtes faible, par exemple à la volée, vous allez en faire un petit peu, et vu que vous êtes faible, vous allez avoir progressé rapidement. Si vous êtes très fort au filet et vous en faites tout le temps, bah, vous allez progresser ça va être moins spectaculaire puisque vous démarrez, vous êtes fort. Voilà. Ça c'était le 8e point. Le 9e point, mettre le boost sur les coups les plus importants. Alors est-ce que vous savez quels sont les 2 coups les plus importants du tennis? Je vous laisse quelques instants pour me répondre. Les 2 coups, j'en ai parlé. C'est ces 2 coups qui décident, dont les performances des 2 joueurs décident à 60% de l'issue d'un match. Depuis quelques années, je suis un peu passionné de statistiques analytiques. C'est le service et le retour. Donc, ça généralement, si vous faites un match, vous avez travaillé votre service et votre retour, parfait. Ah, Bravolo, effectivement, service retour, tout à fait. Allez, je mets un like. Et Olivier, le service, ok. Il y a le service et le retour. Faut pas oublier le retour non plus. Et donc, dans un match, chez les pros, il y a 65% des coups, des points qui se déroulent en moins de 5 coups de raquette. Chez les femmes, c'est 62%. Chez pro-femmes, chez les amateurs, ça descend à 60%. Mais là encore, 60%. 60% des points chez les amateurs se déroulent en moins de 5 coups de raquette. Et ça, y compris chez des joueurs qui sont défensifs et qui vont faire des longs rallyes. On va retrouver cette proportion.
Donc, c'est deux coups qu'il faut travailler, que vous allez travailler naturellement parce que vous allez faire dans chacune de vos séances des points avec service et retour. Moi, je vous encourage à aller un petit peu plus loin et à faire du spécifique service, spécifique enchaînement service, coup après le service, parce que ça va être le troisième coup le plus important du tennis. Et le retour, faites des entraînements spécifiques retour et entraînement du coup après le retour. Voilà. Ça va être le quatrième coup le plus important du tennis, le coup après le retour. En tout cas, ne passez plus de séances de jeu libre à ne pas faire de service, sauf exception. Bien sûr, si par exemple vous êtes blessé, que vous pouvez pas faire, vous êtes blessé à l'épaule, vous ne pouvez pas faire de service, ne faites pas de service. En revanche, proposez à votre adversaire de faire des services et vous faites des retours. Y compris, moi, ça m'arrive régulièrement de jouer contre des personnes qui me disent oh, j'ai pas envie de servir, je veux pas me faire mal au bras. Voilà, parce qu'il y a toujours cette croyance du fait que si on veut faire beaucoup de services, on se fait mal au bras. Si la technique est correcte, il n'y a pas trop de... Ah, j'étais monté de 32 à 15,5 grâce au service. Ça ne m'étonne pas du tout, Olivier, bravo. Donc voilà, quand mon adversaire me dit je veux pas servir, dire est-ce que tu acceptes que je serve parce que moi j'ai besoin de servir. Donc et à ce moment-là ils ont toujours dit oui. Donc et un adversaire qui ne veut pas servir, il sera toujours content de s'entraîner en retour. Donc 10e règle, fixez-vous les bons objectifs techniques. Alors j'irai dans une séance de jeu libre, hein, on n'est pas dans une séance encadrée avec un entraîneur qui va vous challenger, qui va vous faire des choses que vous n'aimez pas, qui va vous faire apprendre des coups nouveaux que vous ne savez pas faire. On est sur des coups que vous savez faire, sur des coups que vous allez utiliser en match, on est sur de l'utilitaire, on est sur de l'efficace. Et l'efficacité au tennis est très liée à la régularité. Quand vous faites des gammes, avant de passer au jeu, faites en sorte de mettre vos coups. Chaque coup que vous jouez doit avoir une proportion de 70-80% de réussite. C'est-à-dire que, imaginez que vous faites 10 fois ce coup. Il faut que vous réussissiez ce coup au moins 7 fois ou au moins 8 fois. Un coup que vous allez réussir une fois sur deux, c'est pas assez. Il faut vraiment que vous ayez dans cette tête cette notion de pourcentage de réussite. Tennis pourcentage, y compris si vous jouez un tennis d'attaque. Hein. Moi, quand je parle de tennis pourcentage, les gens disent oui, mais moi je joue un tennis d'attaque. Les bons tennismen d'attaque jouent un tennis d'attaque pourcentage. Federer, est-ce que vous croyez qu'il ne jouait pas un tennis pourcentage si il jouait un tennis pourcentage? Bon, je vais remonter aux années 80, mais en 1984, McEnroe a gagné 73 matchs. Il a eu pour 3 défaites seulement. Il jouait service volé systématique, retour volé presque systématique. Il a tout gagné. Pourquoi? Parce qu'il arrivait avec un jeu extrêmement offensif à avoir des risques toujours mesurés. Et tous les pros que vous voyez jouer, même ceux que vous trouvez un petit peu foufou, eh bien, ils tapent fort, ils font quelques fautes, mais ils ont toujours cette exigence de régularité dans la tête. Donc quand vous êtes en quand vous faites des gammes, hein, réglez votre vitesse, réglez la rotation de la balle, cherchez les coups que vous allez réussir bien, et quand vous allez passer en jeu, quand vous allez compter les points, là vous allez partir avec un bon pourcentage, le bon pourcentage de réussite dans la tête. Si jamais vous commencez vos gammes et vous réalisez un coup sur deux, continuez vos gammes, poursuivez votre gamme, que ce soit vos coups de fond de cours, vos coups dans les zones des 18 mètres, vos volets, etc. jusqu'à ce que vous ayez un bon taux de réussite.
Alors vous priorisez bien sûr les coups les plus sûrs. Là, vous n'avez plus un prof derrière vous qui va vous dire attention, vous êtes dans le diagonale revers, interdiction de faire des coups droits. Si vous avez un bon coup droit, vous avez un revers faible, faites des décalages coups droits autant que vous voulez. Là, vous êtes vraiment dans la position où vous devez penser efficacité. Si vous êtes efficace en coup droit, vous avez un bon déplacement. Vous faites un exercice des gammes ou un exercice ou un jeu en diagonale revers. Si vous avez envie de prendre toutes les balles côté revers en coup droit, vous prenez toutes les balles côté coup droit. Pareil, service lifté, revers, revers lifté, revers coupé. Moi, je fais du revers à une main. Voilà, j'ai passé toute une période quand j'ai repris, après une longue interruption, où je faisais que des revers coupés, y compris dans mes séances d'entraînement. Parce que c'était le coup sur lequel j'étais le plus régulier et le plus sûr, et que mon revers lifté n'était pas assez bon pour que je le pratique à l'entraînement et pour que je le pratique en match. À partir du moment où mon revers lifté, j'ai arrivé à bien faire passer ma raquette sous la balle et à bien remonter, etc. J'ai pu effectivement intégrer le revers lifté dans mes entraînements et après dans mes matchs. Ça c'est voilà le jeu, la séance de jeu libre, ça va être une séance où vous allez privilégier vraiment vos meilleurs coups. Et vos meilleurs coups, c'est les coups les plus sûrs, les coups que vous réussissez les mieux. Alors la 11e règle, travaille tes points forts. Alors, c'est pareil, il y a toujours une espèce de croyance qui dit, voilà, tu as tes points faibles, travaille tes points faibles de façon à ce que ce ne soient plus des points faibles. Et négliger les points forts. Négliger les points forts, c'est une erreur. Vous avez des points forts, il faut que ça reste des points forts. Si par exemple votre point fort, c'est le coup droit, entraînez votre coup droit de telle façon que vous allez pouvoir augmenter ses performances. Par exemple, vous envoyez un coup droit qui va être devant la ligne de service. Vous allez faire une accélération dans la diagonale, hein, inside out, ou alors vous l'avez côté coup droit, accélération dans la diagonale en puissance. Vous pouvez pouvoir améliorer, travailler la régularité. C'est-à-dire que vous le mettez 8 fois sur 10, vous travaillez de telle façon que vous le mettiez 9 fois sur 10, 10 fois sur 10. Ensuite, vous avez la prise de balle tôt. Vous pouvez vous entraîner à prendre la balle de plus en plus tôt. Hein, vous savez, le rebond de la balle va faire ça, tac, elle va rebondir, et prenez la balle de plus en plus tôt après le rebond. Vous commencez par la prendre balle descendante, et après vous pouvez augmenter la prise de balle tôt. Vous allez diminuer votre taux de réussite, mais après vous allez devenir encore meilleur sur les prises de balle tard. Vous allez pouvoir augmenter la puissance. C'est-à-dire que vous le réalisez, votre coup droit croisé 8 fois sur 10. Vous allez dire, voilà, je vais le taper un peu plus fort, mais ça va rentrer dedans. Voilà. Et prenez vraiment un moment à chacune de vos séances pour travailler votre point fort et chercher comment vous allez pouvoir l'améliorer. Vous frappez des points gagnants ici, essayez de frapper des points gagnants ici. Voilà, de plus en plus loin. Il y avait Brad Gilbert dans son livre, il disait, voilà, bon, Federer, il est capable de marquer des points. C'est pas un bon exemple parce que Federer est capable de marquer des points de n'importe quel point du cours, y compris de la buvette. Entraînez-vous à frapper des coups gagnants de la buvette. Mais faites-le progressivement. Si vous arrivez à être suffisamment fort en coup droit. Et même si vous avez un revers moyen, voire faible, si vous avez un énorme coup droit, je vous garantis que vous êtes vraiment un joueur, un poison pour l'adversaire. Les joueurs avec un coup droit hyper fort, qui sont hyper forts en décalage, c'est vraiment des poisons pour l'adversaire, parce que l'adversaire va chercher à jouer son revers, et il va pas forcément y arriver. Il va faire une fixette là-dessus, et les jeux vont défiler en faveur du gros coup droit.
Olivier, attaquer en coup droit, long sur revers. Voilà, excellente stratégie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire des points faibles? Les points faibles, il faut travailler la régularité et il faut arriver surtout soit à faire en sorte que vos points faibles deviennent des coups de neutralisation, soit faire en sorte que vous allez monter en gamme régulièrement vos points faibles. Mais attention, si c'est un point très très faible sur lequel vous marquez moins d'un coup sur deux, travaillez-le, y compris si vous faites un coup très modeste, de façon à avoir un coup de remise, haut, sans effet, on s'en fout, de telle façon qu'il atterrisse au moins 7 fois à 8 fois sur 10 dans le cours adverse. Ça c'est le 11e point, travaille tes points forts d'abord, et ensuite tes points faibles. 13. Donc intègre la tactique dans tout exercice, dans tous tes jeux, dans tous les jeux que tu vas faire. Il faut que tu repères les meilleures cibles à jouer. Il faut que tu apprennes à repérer les points faibles adverses et à les exploiter. Donc il faut toujours qu'il y ait une... voilà, surtout quand vous passez des gammes au jeu, c'est-à-dire les gammes, vous allez compter les points. Essaye toujours de penser, voilà, qu'est-ce que mon adversaire n'aime pas faire, quel coup fort je joue va entraîner un coup faible de la part de l'adversaire, etc. Toute cette gymnastique, faut la travailler pendant l'entraînement libre. Et le 12e point, ça va être un petit point un petit peu particulier. En fait, il n'y a pas 13 points, il y a 12 points. Voilà, on va s'arrêter à 12 points. Travaille tes coups spéciaux. Alors ça, on va se faire plaisir. Qu'est-ce que c'est qu'un coup spécial? C'est un coup inhabituel que vous êtes le seul dans votre entourage à réussir. Parce que chacun a ses spécificités. C'est un peu une obsession chez moi. J'aime bien savoir qu'est-ce qui fait la spécificité d'un joueur par rapport à un autre. Et parfois, ça va être des coups spéciaux. Des coups que peut-être même votre professeur de tennis, votre entraîneur de tennis vous a interdit de faire. Et bien là, je vous propose de désobéir à votre prof. Si par exemple, vous êtes fort sur les amortis rétro, faites des amortis rétro. Il y a deux joueurs français qui sont un petit peu remarqués, pas toujours pour des bonnes raisons en ce moment, qui sont très forts au niveau des amortis rétro. C'est Benoît Paire et Hugo Gaston. Benoît Paire et Hugo Gaston, ils ont eu le point commun de s'être fait virer de la Fédération française de tennis. Et ils se sont fait virer pour différentes raisons. Mais il y avait une des raisons qui était que leurs entraîneurs ne les interdisaient de faire des amortis. Vous imaginez le non-sens, voilà. Le non-sens de cette injonction. Et il se trouve que pour ces deux joueurs, les amortis, leur capacité à faire des amortis, ça va être de leur point fort. Et j'ai discuté avec une personne qui a travaillé préparateur, un gars qui préparait les matchs de Gilles Simon. Il m'a dit, quand tu vois jouer Benoît Paire, tu le vois faire une amorti rétro, dis-toi bien que cette amorti rétro, il la met 9 fois sur 10 dans le terrain. C'est pas un coup idiot, c'est un coup qu'il sait faire de par ses spécificités. Ça s'explique par, je sais pas, sa latéralité, son cerveau, je sais pas, son habileté, sa main, je sais pas. Mais ce coup-là, qu'on le déconseillait de faire quand il était jeune, maintenant il le fait et il le réussit. Et s'il le tente, c'est qu'il le fait 9 fois sur 10 et que ça lui rapporte des points. Hugo Gaston, c'est pareil. Hugo Gaston, il est revenu en top 100 là. Il est moins fort que les autres au service, il est moins fort que les autres en fond de cours, il est moins puissant, il est moins grand, etc. Il a un bon jeu de défense, mais il a surtout une capacité unique à produire des amortis. Et il en réussit beaucoup plus que les autres. Et cette capacité à faire des amortis, ça lui permet de gagner certains matchs, de s'imposer sur certains matchs. Donc, là, il y a les twinners. Voilà, vous êtes lobé, hop, contre les jambes, si vous savez faire,
Si vous aimez ça, faites-le. Il y a les coups glissés. Alors moi j'aime bien faire des petits revers glissés. Je me suis aperçu en regardant mes vidéos que je marquais beaucoup de points en faisant des petits revers courts glissés. Bon voilà, et ben j'ai vu que ça marche, je continue à le faire. Même si peut-être que ce serait mieux que je fasse un revers lifté, mais non, je fais mon petit revers glissé, il marche, je continue. Tant que ça marche, on continue. Y compris si ça ne correspond pas à une logique académique. La volée lissée de revers, j'ai discuté avec un de mes élèves là qui me disait, parce que c'est vrai que moi je déconseillais de faire des volées liftées de revers, de commencer par la volée liftée de coup droit, mais il me dit mais moi c'est un coup instinctif chez moi, je fais des volées liftées de revers. Eh ben, si tu arrives à faire des volées liftées de revers, continue à faire des volées liftées de revers et fais-le en match. Pour toi c'est pas prendre un risque, c'est un coup qui va être un risque pour 9 joueurs sur 10, mais pour toi c'est un coup qui va être sûr. Ben fais-le. Il y a le smash de revers. Bon voilà, si vous savez faire des smash de revers. Moi à une époque je savais bien les faire. Maintenant j'arrive plus à les faire, je sais pas pourquoi. Le slam dunk aussi, voilà. Vous faites un service volé, vous montez au filet. Et puis votre adversaire vous lobe. Et là, vous montez, hop, comme au volleyball. Boum. Si notre adversaire commence à râler notre coup spécial, on fait quoi? Alors, si notre adversaire commence à râler notre coup spécial, eh ben on continue. C'est ça le tennis. Alors, quelquefois, vous allez peut-être rencontrer des adversaires, vous allez les mettre en difficulté et il va vous dire ah c'est pas du tennis. Et ben si il vous dit c'est pas du tennis, c'est que précisément c'est du tennis. C'est-à-dire que vous avez touché comment dire, l'essence même du tennis. Le tennis c'est un jeu tactique où votre jeu est fait pour rendre la vie dure à votre adversaire. Donc s'il vous dit c'est pas du tennis, ça veut dire que vous l'embêtez et donc vous les menez la vie dure et que donc vous jouez plus au tennis que votre adversaire. Puisque votre adversaire, bon, pas lui, il est dans son trip, voilà, je joue bien au tennis, je fais les beaux coups, etc. Mais faire des beaux coups, si c'est pas efficace, si ça embête pas l'adversaire, bah c'est pas du tennis. Faites des beaux coups, mais sélectionnez les beaux coups et faites en sorte de prendre les bons coups qui vont gêner votre adversaire. Bah, je terminerai là-dessus. Donc voilà, il y a 12 conseils. Donc je propose une formation qui s'appelle Tennis Plaisir Progression, où je vous propose 12 séances qui regroupent tout ce que peut faire, tout ce que doit contenir une bonne séance de jeu libre. Il y a des gammes, toutes les gammes qu'il faut faire, tous les jeux qu'il faut faire après les gammes, toutes les sortes de matchs à thème. Hein. Je parlais de travailler le retour. Eh ben, travailler le retour, un peu plus qu'en faisant un match traditionnel, ça peut être adapter le match à thème. Par exemple, bah, 3 balles, je vous en donne 2, 3 balles au service, 3 balles au service. Vous, le joueur qui sert, il va travailler son service. Croyez-moi, c'est un exercice qui est extrêmement bénéfique. Le joueur qui est au retour, il va travailler son retour sur première balle. Une seule balle au tennis, une seule balle au service, là c'est le contraire. Là ça va être le serveur donc qui va travailler sa deuxième balle, il va y avoir plus d'échanges de fond de cours, mais le retourneur va travailler son retour sur deuxième balle de service. On va se dire bonsoir, merci d'avoir suivi cette formation. Et puis je vous dis bah, à très bientôt donc sur Blog Tennis Concept, hein, c'est un blog, c'est une chaîne, c'est une page Facebook hein, sur laquelle vous êtes, c'est aussi une chaîne YouTube et c'est un blog sur lequel il y a des articles, il doit y avoir 150 articles de tennis, n'hésitez pas à piocher dedans. Et puis je vous dis bah, très bientôt pour parler, devinez quoi, de tennis. Et du tennis, moi, qui m'intéresse le plus, c'est le tennis amateur. Voilà. Allez, à très bientôt.